Bonjour, donc Isabelle Jeannot, directrice de Necoe. Necoe, très rapidement, on est une association de développement économique région Centre-Val de Loire, basée à Orléans, et on travaille sur une thématique très transverse qui est l'innovation par les services, et dans lequel le numérique a toute sa place, puisque 100% des projets qu'on a accompagnés ont tous eu une dimension numérique. Bonjour, Olivier Gaillot, président de la société Sidamo. Je remercie la CCI de nous avoir fait participer à cette conférence, et à Isabelle. Sidamo, donc on est une entreprise basée à la chaussée Saint-Victor, une PME, 46 salariés, et nous faisons des outils et services techniques à destination des professionnels du bâtiment et de la maintenance d'industrie. On y reviendra. Donc, on a la charge de vous expliquer le lien entre expérience client et numérique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 3 temps. Un temps, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le mot expérience client. Deuxième temps, quel lien avec le numérique. Et puis, comment on associe les deux au travers de l'expérience de Sidamo. Donc, la première chose, je vais déjà voir si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. Là, je veux bien. Donc là, je vous ai mis une citation de Jeremy Rifkin, qui est un prospectiviste, je vais y arriver, américain très connu, qui a écrit un best-seller, qui dit « Le capitalisme n'est plus fondé sur l'accès à la propriété, mais sur l'accès à des expériences. » Aujourd'hui, dans le monde qui change, on a un rapport aux choses, au monde, aux relations, aux autres qui change énormément, qui fait qu'on attend autre chose que de consommer, on attend de vivre des expériences. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? On va vous l'expliquer. Ce qui est important, ça je vous ai redonné une autre situation, c'est que c'est un mot très à la mode, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler, si vous êtes dans le digital, UX, User Experience, c'est juste le terme anglais pour expérience client. C'est un mot qui est utilisé très souvent dans beaucoup de contextes, mais où globalement, c'est pas clair pour tout le monde ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que ça nous semblait important déjà vous dire c'est quoi l'expérience client. Donc je vous ai donné la définition officielle des chercheurs sur ce qu'est l'expérience client. En fait, l'expérience client, c'est un ensemble d'interactions. Donc déjà, ce n'est pas que du digital. C'est l'ensemble des interactions que va avoir une marque, un produit, une entreprise, avec un utilisateur, un client. Et ce qui est intéressant et ce qui est surtout très important dans la notion d'expérience, c'est ce que ça provoque comme réaction. Donc c'est ensemble d'interactions qui provoquent une réaction. Cette réaction, elle est liée à qui on est, à la personne que l'on est. Donc par rapport à nos attentes, nos contraintes, nos pratiques, notre environnement, notre contexte. Donc c'est strictement personnel et ça nous implique, puisque quelque part, ça va faire appel à des choses qui sont vraiment propres à l'humain, tout ce qui est émotion, sensation, etc. Donc ça, c'est extrêmement important d'associer la notion d'ensemble d'interaction avec la provocation d'une réaction. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je vous ai donné là 2 exemples. Sur un exemple assez d'un produit très connu qui est le café, la nuance entre le produit lui-même, la marchandise, comment il évolue au fil du temps et au fil de l'expérience entre le bien de consommation et l'expérience qu'on voit à Starbucks. Et en fait, derrière Starbucks, il y a effectivement cette notion d'émotion, de sens, d'authenticité, ou en tout cas de spécificité, de singularité que propose Starbucks sur un produit, somme toute, connu de nous depuis très longtemps, qui est le café. Autre exemple, dans un autre univers, l'hôtellerie, où effectivement on voit aujourd'hui de plus en plus des nouvelles expériences d'hôtellerie au travers des hôtels insolites ou dans des lieux complètement inhabituels, et on va chercher autre chose qu'un hébergement, un lieu pour dormir, passer la nuit. Donc l'expérience, c'est ça, où on va rajouter cette notion d'émotionnel. Je vais réessayer. Ah, ça marche. Donc s'il y a 3 composantes à retenir en termes d'expérience, et vous allez après comprendre le lien avec les numériques, la première chose, c'est que quand on propose une expérience, on doit forcément répondre à un besoin. À quoi ça sert? Est-ce que je résous un problème, ou en tout cas, est-ce que je réponds complètement ou partiellement à un besoin ou à une problématique? Donc c'est la notion d'utilité. La deuxième composante, c'est l'usage. Est-ce que ce que je propose est simple et facile d'utilisation? Est-ce que ça colle aux usages? Donc là, on va parler d'utilisabilité. Et le troisième composant, c'est les émotions. Est-ce que dans ce que je propose, je vais générer des émotions plutôt positives qui vont faire que je vais aller plus souvent, avec
plus de facilité sur la solution qui m'est proposée. Donc c'est la notion de désirabilité. Alors, je vais vous donner un exemple, 2 exemples. La Poste, par exemple, vous avez la nécessité d'envoyer un recommandé. La Poste a le rôle de vous permettre de résoudre ce besoin et donc de vous permettre d'envoyer un recommandé d'un point A à un point B. C'est la notion d'utilité. La notion d'utilisabilité, c'est que si vous avez envie de profiter de votre pause de midi à 2 pour aller faire votre recommandé et que ce jour-là elle est fermée ou que le bureau de poste où vous allez est fermé, ben le décalage avec vos usages est là. Donc il y a bien une réponse à un besoin, mais un décalage par rapport à vos usages. Et la notion d'émotion, ben là ça va être la relation qui est créée avec les personnes avec qui vous êtes en relation au cours de votre présence dans l'agence. Un autre exemple que vous pouvez peut-être connaître qui est Carglass. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le service Carglass. Si on se positionne d'un point de vue client-utilisateur, l'utilité ça permet de remplacer son pare-brise. L'utilisabilité, c'est qu'on peut prendre rendez-vous 24 heures sur 24 par le digital. Et la désirabilité, c'est que l'action en elle-même est extrêmement simple, puisqu'ils viennent là où vous êtes, ils s'occupent des papiers, et ils sont très sympas, et qu'en plus, ils nettoient la voiture. Peut-être pas dans tous les cas. Qui donne des essuie-glaces. Peut-être pas dans tous les cas, mais très fréquemment. Donc ils essaient vraiment de répondre à ces 3 composantes, d'utilité, utilisabilité, désirabilité. Très bien, ça c'est l'expérience. Quel rapport avec le numérique ? Eh bien tout simplement le numérique ça permet, ça contribue à une bonne expérience. 3 exemples que vous connaissez peut-être. Darty, le bouton Darty, est-ce que certains d'entre vous connaissent? Ils sont fatigués de ce matin. Vous m'entendez ? Oui. Le bouton Darty, vous connaissez ? Non. Vous connaissez Darty pour le contrat de confiance. Donc ça c'est vraiment le capital de Darty, c'est ce contrat de confiance qui fait leur image de marque connue depuis très très longtemps. Darty, il y a de ça 2-3 ans, a lancé le bouton Darty, qui en fait est un petit bouton, ce que vous voyez là, que vous positionnez chez vous, et dès que vous avez un souci technique avec un de vos équipements électroménagers et IFI, vous appuyez sur ce bouton-là. Il s'engage dans un temps très très court à vous rappeler, vous expliquez votre problème, ma machine à laver est en rade, il ne vous demande pas votre facture, d'aller chercher le numéro du modèle, etc., puisque tout est enregistré, donc ils savent exactement de quoi il s'agit, et ils s'engagent à intervenir très très rapidement. Donc la force de ce service-là, c'est de vous faciliter l'accès à une réponse dans une situation et un contexte qui n'est pas très agréable, qui peut être une panne. Donc l'intérêt, c'est qu'en amont, quand vous avez ce bouton-là, tout votre matériel multimédia, électroménager est répertorié, et vous n'avez qu'à appuyer, donc vous n'avez pas la corvée d'aller chercher dans vos papiers la date de facture, le numéro de série, etc. etc. Deuxième exemple, Blablacar, donc, que tout le monde connaît, où là, l'idée, c'est effectivement de mettre en relation des personnes qui veulent aller d'un point A à un point B et de faire le voyage ensemble. Et troisième exemple que je vous ai mis là, c'est Amazon Go. Vous connaissez Amazon Go ? Alors Amazon Go, c'est un concept je dirais, très innovant aux États-Unis, où le principe, c'est de vous permettre de faire vos courses sans passer à la caisse. Donc vous rentrez, votre téléphone est détecté, vous prenez en rayon, vous ressortez. Vous regardez votre téléphone, vous savez combien ça vous a coûté. Donc il n'y a plus de passage en caisse, il n'y a plus de multiples manipulations, etc. L'idée, c'est vraiment de faciliter le plus possible l'expérience en grande surface. Alors c'est possible, c'est encore des concepts, enfin des prototypes, c'est possible grâce à beaucoup d'équipements numériques. Des caméras, de l'intelligence artificielle, des capteurs, énormément de choses. C'est encore du domaine du prototype. Mais on est vraiment dans cette notion d'expérience. Donc globalement, le numérique dans la notion d'expérience, ça enlève des points de friction. Et Olivier va en parler, puisque c'est des choses sur lesquelles, au sein de Sidamo, ils ont travaillé aussi pour voir comment le numérique pouvait contribuer. Le deuxième aspect du numérique dans l'expérience, c'est que ça facilite, ça crée le lien. Effectivement, Blablacar, ce n'est pas que le site, bien loin de là.
Le numérique permet facilement d'identifier et de rentrer en relation avec quelqu'un, mais l'expérience Blablacar, c'est aussi la personne avec laquelle vous voyagez, c'est la discussion que vous avez, c'est le véhicule dans lequel vous êtes, etc. Donc le numérique est là pour faciliter le lien, mais ce n'est pas le seul contributeur à l'expérience. D'où l'idée que le numérique est un moyen de l'expérience, un outil. Et puis Amazon Go, ça vous fait vivre une expérience un peu exceptionnelle. Alors c'est exceptionnel pour le moment, on peut supposer que ça va se développer, mais pour l'instant ça reste quelque chose d'assez exceptionnel que l'on ne voit pas encore de façon très répandue. Alors maintenant je vais laisser la parole à Olivier qui va vous expliquer comment dans son entreprise, eux, ils ont appliqué tous ces composantes-là. Ça va marcher. Bon, Isabelle a magnifiquement décrit l'expérience. En tant que jeune chef d'entreprise, moi j'ai trouvé très anxiogène la période qu'on est en train de vivre et à travers laquelle on parle de transformation numérique, mutation digitale, révolution. C'est extrêmement anxiogène à tel point que c'est un enjeu vital pour les entreprises. Je pense que tout cet environnement, ça nous amène à faire une erreur. Le digital, c'est pas une finalité, c'est juste un outil. Et c'est fondamental dans tout ce qu'on va présenter par la suite. C'est comme ça qu'on a essayé de le concevoir chez Silamo. Et c'est comme ça qu'on a essayé de le transmettre aux salariés. Le point de départ, enfin un des points de départ, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui n'étaient pas tous concomitants, mais un des points de départ, c'était de faire des mini-conférences de vulgarisation du digital en entreprise, en partant du principe que le digital, de toute façon, il nous entourait au quotidien. Il nous entourait au quotidien dans nos pratiques. Je regarde l'équipe sur mon smartphone, je fais les courses au Drive, j'utilise Amazon, etc. Donc on était totalement entourés. Et le principe, c'était pas de dire le digital c'est bien, c'est pas bien, parce que ça c'est des parties pris qui sont très individuelles. Isabelle l'a précisé tout à l'heure, c'était plutôt de dire comment ça va nous impacter dans notre vie au quotidien. À court terme, à moyen terme et à long terme. Un des exemples qui était cité, c'était celui du smartphone. Les premières fusées qui sont allées sur la Lune, que l'être humain a envoyé sur la Lune, elles utilisaient moins de puissance qu'il y a aujourd'hui dans un iPhone ou un téléphone portable. C'est vrai que quand on a dit ça, on voit l'évolution, la rapidité et le champ des possibles qui est totalement infini. L'idée de ces conférences, c'était d'amener l'ensemble des collaborateurs de la société à se mettre en mouvement déjà sur ce que pouvait être le digital dans l'entreprise. Quand on parle du digital dans l'entreprise et de l'expérience, on ne parle pas nécessairement que de l'expérience avec nos clients à nous. Les utilisateurs dans l'entreprise, ce sont à la fois les collaborateurs et puis ce sont également les clients. Donc tout le travail qui a été fait, il a été fait de façon totalement transverse, en partant des salariés puis en allant vers les clients. On ne peut pas dissocier l'approche expérience utilisateur en séparant et en cloisonnant une démarche d'entreprise seulement à travers les clients ou seulement à travers les collaborateurs internes. Bon, le collaboratif, évidemment, quand on commence à travailler sur des projets comme ceci qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter dans les slides qui viennent, on a nécessairement besoin de l'adhésion de l'ensemble des équipes d'une part, mais d'autre part, il ne faut pas imaginer que la solution elle soit prédéfinie. La solution, c'est l'ensemble de la chaîne qui va la construire petit à petit à travers des ateliers sur lesquels on avait travaillé avec le cluster Necoe, qui vise à mettre en exergue les points de friction dans les différentes pratiques ou les différentes interactions qu'on peut avoir en interne ou avec des clients, et ensuite voir de quelle manière on pouvait les traiter grâce à l'outil digital dans sa globalité. Bon, et puis effectivement, on est vraiment centré sur l'usage. On regarde ce qui se passe au quotidien, c'est-à-dire c'est très descriptif au début. On décrit l'expérience telle qu'elle est vécue. C'est très méthodologique, ça peut être fastidieux, mais néanmoins c'est l'addition de ces petites étapes qui vont nous permettre d'identifier les sujets sur lesquels on va travailler par la suite.
Donc comme je le disais, il y a un côté l'interne et de l'autre côté après la relation qu'on peut avoir avec les clients. Donc comment on a fait à l'issue des conférences? On a regroupé des personnes de différents services et puis on les a fait parler. Et l'objectif c'était de déterminer où est-ce que, ou de façon individuelle ou collective, elles trouvaient qu'elles avaient des blocages qui étaient réguliers, récurrents, qui étaient pénibles, de vrais blocages, et qui leur faisaient perdre du temps, de l'efficacité, etc., etc. Bon. Donc on n'a pas commencé par des projets très très ambitieux, on est plutôt parti sur des choses qui sont simples, mais qui étaient un petit peu quand même symboliques, parce que c'est important dans ce type de démarche d'arriver à entraîner l'ensemble des équipes. Les notes de frais. Donc vous avez tous des commerciaux, les stars du football des entreprises, ils ont tous des frais, et les notes de frais, chez nous, c'était chaotique, parce que ils remplissaient des fichiers Excel qu'ils imprimaient, mais ils remplissaient le fichier à la main, ils faisaient les additions avec leur téléphone, ils ne mettaient pas la TVA, bon, etc., etc. Ils joignaient leurs justificatifs quand ils ne les perdaient pas. Quand ça arrivait à la compta, la compta elle refaisait l'addition, parce que de toute façon, une fois sur deux, il y avait des erreurs. Bon, tout ça pour arriver à justifier de frais engagés par le salarié, on avait une somme potentielle d'erreurs qui était astronomique, on n'était pas fluide du tout, puis on y passait un temps incroyable. Donc là, on a commencé à regarder ce sujet, puis on a interrogé tous les maillons de la faible, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne. Donc on partait du commercial, comment il rangeait ses tickets, etc., etc. Puis on est arrivé jusqu'à la compta, parce que l'idée, in fine, c'était évidemment d'arriver au bout du bout jusqu'au remboursement de la note de frais. Donc, on a mis en place un petit outil qui est tout simple. Donc, on a décrit le process, on a décrit ce qu'on voulait, puis ensuite, on a cherché un outil qui est un outil digital qui nous permet aujourd'hui, qui permet aux commerciaux aujourd'hui de prendre en photo leur ticket de restaurant le midi. Il y a une reconnaissance des différents montants, ça met la TVA au bon endroit, et ensuite, il y a un process de validation qui se fait en temps réel, et le remboursement se fait une fois par semaine et est directement intégré au logiciel de comptabilité. Donc en fait là on voit qu'en décrivant précisément l'usage qu'on avait initialement de la gestion de ces notes de frais, on a réussi à aplatir complètement le processus et surtout à limiter tous les points de friction. Voilà, tous les points de friction, c'est-à-dire la perte de temps, les opérations redondantes, les opérations sur lesquelles on avait des erreurs. Donc en fait, aujourd'hui, tout se fait de façon quasi automatique. Et l'intérêt de tout ça, c'est que si on met tout bout à bout au niveau de la personne qui recevait ces notes de frais à la comptabilité, le temps qu'elle a dégagé avec la mise en place de cet outil, elle peut plutôt que de saisir des opérations ou de refaire des calculs à la main, elle peut plutôt analyser les comptes de frais des commerciaux et essayer de voir où est-ce qu'il y a des dépassements, etc. Donc elle a une mission aujourd'hui qui se transforme plus vers quelque chose où il y a de la valeur ajoutée, plutôt que quelque chose où elle produisait des documents un peu rébarbatifs pour limiter des erreurs sans les éliminer totalement. Et puis là, tout récemment, on a fait la même chose pour la gestion des congés et la gestion des temps de travail. Voilà, tout simplement, et de façon exactement similaire, en analysant comment les choses étaient faites. Elles étaient très manuelles, avec la saisie manuelle sur du papier, de la recomptabilisation. Puis là, aujourd'hui, on a un process qui est parfaitement ligne et qui nous permet d'aller jusqu'à l'alimentation dans la paye avec le calcul des heures sup, majorées, pas majorées, etc. Donc ça, c'était à destination des collaborateurs. Il y a plusieurs années, donc la société avait travaillé sur ces sujets, mais plutôt à destination de nos clients à nous. Donc les clients de Silamo, ce sont des distributeurs. Bon, il y en a certains dans la salle. Le groupe Chavigny, il doit y avoir des personnes peut-être de la COFAC. Donc ces gens-là, pareil, on les avait mis à contribution pour qu'ils nous aident à améliorer le package de services qu'on leur offrait, mais qui n'était pas, sans anicroche, où on avait des points sur lesquels on devait s'améliorer. Donc on a discuté avec eux, on a discuté avec des utilisateurs. Un exemple concret, on vend des aspirateurs. Chez Silamo, on vend des aspirateurs Qvinox à destination des professionnels. Puis un aspirateur, il peut y avoir un bouton poussoir qui se casse, on peut avoir une roulette qui se casse, etc. etc. Donc, le distributeur, il y a deux solutions, soit il est équipé d'une station SAV, et il va savoir offrir à son utilisateur
la réparation de l'aspirateur. Et si ce n'est pas le cas, ben, il n'y a pas de réponse pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur professionnel, il a son aspirateur Sidamo et ben, il ne peut plus s'en servir. Et on n'avait pas de solution à lui offrir. Donc là, en fait, on a designé une solution dans laquelle, via notre site internet, il va pouvoir identifier le produit sur lequel il a un problème, il va pouvoir identifier, grâce à un système de vue éclaté, la pièce qui est défaillante et il va pouvoir la commander. Voilà. Bon. Autre service qu'on avait mis en place via le site internet, c'est un service d'extension de garantie. Donc on avait des produits qui étaient garantis. On a des produits qui sont garantis 3 ans et sur l'inscription sur un site internet, on peut bénéficier gratuitement d'une extension, d'une année d'extension supplémentaire. Alors ça c'est quand même intéressant. Bon, c'est un service qu'on offre, mais ça a énormément aidé la société Sidamo sur l'aspect de notoriété et ça a renforcé l'image de service. Aujourd'hui, les gens qui vont proposer dans nos activités dans le monde de l'outillage, ce sont des multinationales, souvent allemandes, des Bosch, des petits fabricants de nettoyeurs haute pression ou d'aspirateurs, je ne peux pas nommer son nom parce que ça ferait des ordres. Enfin bon, vous voyez de qui je parle. Et en fait, ces gens-là, ils ont eux aussi ces services. Mais aujourd'hui, en France, on est la seule PME qui fait une petite quinzaine de millions de chiffres d'affaires à proposer ce type de service. Et en termes de perception vis-à-vis à la fois de nos clients distributeurs et à la fois des utilisateurs, ça nous a permis d'asseoir notre notoriété. Alors, comment on a fait ça? Alors, nous, Necoe, on a surtout été sollicités sur la partie client externe, en s'appuyant sur une méthode que vient de décrire Olivier, mais aussi avec des outils et des compétences particulières que sont des designers et des ergonomes. Donc la première des choses, c'est de comprendre l'humain. Autrement dit, c'est de savoir à qui on a affaire. Alors, non pas en tant que fonction ou client marketing, mais en tant que, voilà, qui on est, comment on fonctionne, comment on pratique, quelle est notre vie au quotidien, etc. Pour pouvoir essayer de caractériser ce qu'on appelle des profils et avoir des grandes catégories d'usage et d'en définir, pour le coup, des besoins et des attentes. Donc on est tous différents, on correspond tous à des catégorisations de profils en termes d'usage, et même ces profils, c'est jamais le même à un moment donné. En fonction de votre contexte, vos attentes, vos contraintes, vos pratiques vont évoluer, donc votre profil va évoluer. Donc la première des choses que l'on a fait, en ce qui concerne les clients extérieurs, ça a été de travailler avec les équipes en collaboratif, comme l'expliquait Olivier, c'est très important. C'était vraiment, nous on arrivait avec une équipe pluridisciplinaire et on avait en face de nous une équipe pluridisciplinaire, des commerciaux, des techniciens, des comptables, des administratifs, etc. Et on a essayé déjà de comprendre, de caractériser les clients de Sidamo. Et deux typologies de clients. L'utilisateur final, donc celui qui utilise l'aspirateur, la perceuse, etc., donc qui est dans le BTP ou dans la petite industrie, et le distributeur, puisque quelque part, l'idée c'était de développer des nouvelles solutions pour le distributeur, qui est le client direct de Sidamo, mais en s'appuyant sur une bonne connaissance de l'usage final et donc des utilisateurs finaux. Deuxième étape, c'est ce qu'expliquait aussi Olivier, c'est de formaliser son expérience. Donc ce qu'on va... on va, sur la base des données collectées, essayer de formaliser, de modéliser son parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'utilisateur quand il décide d'acheter une perceuse, entre le moment où il se rend compte qu'il a besoin d'une perceuse et le moment où il va l'acheter, l'utiliser de façon régulière et finalement avoir besoin occasionnellement de pièces détachées, quelles étaient ses pratiques, son parcours, etc. Et par rapport à ça, identifier les points irritants. Donc au même titre que l'a fait Olivier avec ses collaborateurs sur ce qu'on vient de voir, les notes de frais, etc. Nous, sur le terrain, avec les utilisateurs, on a essayé dans leur expérience et leur parcours d'identifier là où il y avait la plus grosse source d'irritants, de facteurs négatifs, pour pouvoir dire si on doit se concentrer sur développer des nouvelles solutions, que ce soit des solutions avec du digital ou pas, c'est celle-ci. Donc ce que vous voyez dans le schéma, c'est une représentation d'une formalisation de parcours client, et vous voyez comment on intègre les émotions. Pourquoi c'est important? Parce que ça ne sert à rien d'apporter des émotions positives à chaque étape. Si le client, sur son parcours, il y a des étapes où il a une émotion soit neutre, soit positive,
Ça veut dire que là, on fait bien notre travail, c'est pas la peine de travailler. Mais ça permet vraiment de se focaliser sur celles qui posent problème et de mettre en face des solutions avec du numérique ou pas, en l'occurrence, mais quand même beaucoup de plus en plus avec du numérique, se focaliser vraiment sur là où ça fait mal. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, mais est-ce qu'on est sûr que notre solution elle va fonctionner? La troisième étape, c'est d'en faire un prototype et puis d'aller la tester. Donc effectivement, cette solution, on va la décrire, on va le faire de façon, vous voyez, très artisanale, et on va le transformer en prototype. Alors pour ce faire, nous, on s'appuie sur les designers qui sont dans l'équipe et qui vont traduire ce qu'on a imaginé sur des post-it, vous voyez, sur des schémas, en des choses qui sont beaucoup plus immersives pour le client que l'on cherche à cibler et qui va nous permettre de le faire réagir. Donc ce que vous voyez au milieu, typiquement, là, sont des fausses interfaces d'implication qui ont été développées par une de nos designers sur la base de choses qui ont été co-construites avec les clients et les collaborateurs de Sidamo. Donc bon, c'est pas l'exemple de Sidamo, mais c'est ce genre d'action que l'on mène, c'est de traduire ce qu'on a imaginé avec une bonne connaissance de notre client utilisateur en une solution qui est papier-crayon au début et qui va devenir un prototype suffisamment immersif pour que puisse réagir le client. Il n'y a aucune intelligence derrière, il y a zéro développement, c'est un peu comme du PowerPoint plus, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose à démontrer au client. Et la troisième étape, eh ben, on retourne sur le terrain et on confronte. Et ça permet de savoir, est-ce qu'on a trouvé les bonnes solutions, est-ce que la façon dont on présente les choses est adaptée, est-ce que le client y voit de la valeur, parce qu'on peut soit penser qu'on va apporter de la valeur, mais finalement ce qui nous intéresse, c'est quelle est la valeur perçue de ce qu'on propose par le client. Et là, en l'occurrence, dans les travaux qu'on a fait, on a appris des choses. Exactement. Puis pour illustrer ce que dit Isabelle, en ce moment, on est en train de travailler sur la refonte de notre site web. Bon, vous aurez compris, on discute avec deux types d'utilisateurs. Au sens où l'entend Nekoé, on a d'un côté nos distributeurs et de l'autre côté on a les utilisateurs qui achètent chez nos distributeurs. Donc en fait on ne raconte pas la même histoire aux distributeurs et aux utilisateurs, donc on est en train de bâtir un site sur lequel on aura deux entrées, puisque les uns ne viennent pas chercher les mêmes informations que les autres. Et ben là on en est au prototypage qui est en train d'être designé par une agence de communication. Donc on dessine graphiquement les deux pages d'accueil du site internet, à la fois pour les utilisateurs, à la fois pour les distributeurs. Une fois que ça se sera dessiné et validé par les équipes, on le fera tester effectivement par un certain nombre de distributeurs et un certain nombre d'utilisateurs. L'idée est que ces deux interfaces permettent de répondre à l'ensemble des points qu'on avait identifiés comme points de friction et qu'on arrive à gagner en efficacité par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui. Donc évidemment, un prototype n'est jamais bon au premier jet, le test permet de faire des correctifs, donc c'est une démarche qui est assez itérative. Mais au bout d'un moment, on a quelque chose qui va vraiment dans le sens d'apporter plus de valeur ajoutée au client, et donc on va le mettre sur le marché. Mais mettre sur le marché, c'est aussi se poser la question de dire mais comment on doit s'organiser pour pouvoir délivrer ça en interne. Donc la troisième étape, et vous voyez que ça, on inverse un peu la façon de travailler habituellement dans les entreprises, c'est qu'on réfléchit à comment on le rend possible une fois qu'on sait ce qu'on veut délivrer en front office à son client. Donc c'est vraiment de se dire mais comment on s'organise nous quand notre client il fait ça, et c'est ce que vous voyez en haut sur le schéma, la ligne rouge c'est les actions du client. Quand le client il fait ça, qu'est-ce qui se passe sur les lignes d'en dessous, qu'est-ce qui se passe chez nous, qui le fait, comment il le fait, avec quels moyens, est-ce qu'on a la bonne organisation, est-ce qu'on a les bons outils. Donc ça permet aussi, c'est structurant, ça permet aussi à l'entreprise d'organiser son activité et de réfléchir À son modèle économique. C'est surtout sur moi que ça tombe. à son modèle économique. Donc effectivement, appliqué à Sidamo. Ouais, donc en fait, nous, tout simplement, la conséquence que tous ces projets ont eu, c'est que l'organigramme a été totalement revu. On avait un organigramme qui était très centré process, on développe des produits, on les approvisionne, on les stocke, on les expédie, on facture. Et puis là, en fait, on a un process qui est vraiment centré, on a un organigramme, pardon, qui est centré sur tout ce qu'on vient de raconter, à savoir qu'on a plutôt une direction de l'offre produit, une direction de l'offre service. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui toute la journée cogitent sur la façon dont on offre nos services à nos clients. Et donc c'est vrai que l'organigramme complet a été du coup modifié
en parallèle de tous ces projets et de tous ces services innovants qu'on a mis en place. Et au-delà des outils et des changements que ça a donné, un changement que ça a eu sur Sydamo, c'est la fameuse baseline. Effectivement, puisque la baseline aujourd'hui, c'est Sydamo outils et services techniques. Moi, je suis rentré dans la société, c'était déjà comme ça. Avant, ça devait être l'expérience des hommes, la maîtrise de la matière ou quelque chose comme ça. Et bon, en fait, du coup, il n'y avait pas du tout la notion de service qui était mise en avant. Et aujourd'hui, nous, c'est une notion, on vend des produits, mais on met également en avant des services. Et depuis le 1er janvier 2018, il y en a même certains qu'on vend. Parce qu'un service, si on veut qu'il y ait de la valeur pour les clients, il faut qu'il ait, en face de la prestation, il faut qu'il y ait un montant. Le montant, il est facturé, il n'est pas facturé, ça c'est un débat économique. Mais si on veut que ça ait une efficacité en termes de perception, c'est aussi important de mettre, il nous a paru du moins important de mettre un chiffre en face de ces services. Et le chiffre du e-shop, vous m'en parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc sur la plateforme de vente en ligne de pièces détachées, c'est quelque chose qui tourne, c'est directement relié à l'ERP, donc il y a eu beaucoup de développement, puis le chiffre d'affaires aujourd'hui c'est quelque chose qui progresse sans qu'on ait d'action particulière de référencement. Il y en a un petit peu, mais on n'a pas mis de moyens démesurés, et en fait on a un chiffre d'affaires qui double chaque année, quoi. On part de très bas, mais ça veut dire qu'on n'aurait pas mis ce système, ce service en place, il y aurait eu une partie des clients utilisateurs et distributeurs qui auraient été insatisfaits de l'expérience qu'ils auraient eue avec le produit Sydamo. Voilà. Et pour conclure, ça a été possible grâce au numérique, donc grâce à ce site e-shop. Donc qu'est-ce que ça a donné comme perspective aujourd'hui, Sydamo, dans quel... On a plein d'idées. On n'en manque pas. Après, il faut prioriser. Ça a mis la société en mouvement. Ça a interrogé les personnes. Je pense que les collaborateurs aujourd'hui dans la société, ils ont compris que le numérique c'était un véritable outil et que grâce à cet outil, le champ des possibles était quasi infini. Après, on fait pas, ça c'est encore une fois, c'est les débats internes, mais le champ des possibles est vraiment infini. Au niveau de la direction de l'entreprise, il y a quelque chose qui est super important. Quand on parle du numérique, le sujet c'est l'employabilité des salariés. D'accord ? Quand on dit tout numérique ou une grosse partie de l'activité sur le numérique, comment on accompagne les salariés pour qu'ils apprennent à maîtriser ces outils, pour qu'ils soient à l'aise avec ces outils. Donc il faut, en même temps qu'on met en place ce type de démarche, il faut toujours avoir en tête que si vous n'êtes pas suivi ou poussé des fois par les salariés, la démarche elle aboutira à pas grand chose, quoi. Parce que si vous êtes seul à décider que ça doit se passer comme ça et que vous êtes seul à croire au projet, que vous êtes le seul à le déployer, ça peut pas aller. Donc en parallèle de ces projets, il y a nous on a mis en place des petits modules de formation pour accompagner la montée en compétence des salariés sur ce type d'outils. Et donc pour finir, s'il y a des choses à retenir, on en a sélectionné 4 avec Olivier. Le premier, c'est partez du terrain, vous l'avez bien compris. Même si vous connaissez vos clients, vos utilisateurs, il faut aller les voir, il faut aller sur le terrain, il faut observer, il ne faut pas aller tout de suite dans la solution, on en parlait encore ce midi. C'est passer du temps à comprendre quel est le problème et pourquoi, et pas tout de suite dire j'ai la solution. Vraiment réfléchir à ça. Donc partir du terrain, comprendre les usages, comprendre les individus, comment ils pratiquent, comment ils vivent, etc. La deuxième étape, c'est de procéder à petits pas. Olivier le disait tout à l'heure. On a commencé avec des petits projets, et ça c'est l'avantage du numérique, c'est que la taille du projet, elle n'a rien à voir avec le moment où vous décidez de le faire. Quand une industrie achète une machine, la machine, elle est dans l'atelier, il faut la faire tourner. Avec le numérique, on peut partir petit, faire grossir, réduire. Ça, c'est un super avantage de l'outil, c'est qu'on sait dimensionner assez rapidement et assez facilement les outils qu'on met en place. Et typiquement par rapport à ça, quand on a travaillé avec Sydamo sur le sujet de l'expérience client, une des solutions qu'on avait imaginées, c'était un guide de choix numérique. C'est-à-dire que ça permettait aux petits professionnels, par rapport à l'achat d'une perceuse, avec 4-5 questions clés, d'être orienté tout de suite vers le bon produit, plutôt que de choisir par lui-même et de finalement se rendre compte qu'il a acheté un produit qui n'est pas adapté. On n'a pas pu le faire à l'époque, et là, c'est intégré dans le nouveau projet. On réfléchit très activement à ce sujet. Bon, l'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver à
annuler la frustration finale du client, de l'utilisateur qui a choisi le produit sur le site Sidamo, et il ne peut pas l'acheter. Il n'a pas de prix, il n'a rien. Donc l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on va arriver à flécher le choix de l'utilisateur sur notre réseau de distribution, de façon à ce que via l'expérience qu'il aura eue sur le site Sidamo, il puisse choisir son produit et immédiatement, étape suivante, l'acheter. Donc c'est deux choses qui sont liées, et la frustration, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on amène la possibilité pour l'utilisateur de choisir son produit, mais qu'il ne peut pas l'acheter, qu'il ne peut pas avoir un prix, autant rien faire, quoi. Parce que c'est extrêmement frustrant, c'est frustrant pour l'utilisateur. Donc là, le sujet, c'est de voir comment on arrive à amener cet utilisateur sur le site du distributeur à côté de chez lui, du distributeur qui a le produit en stock, etc. etc. Troisième élément important, confronter régulièrement, donc c'est la notion de test. N'attendez pas de passer trop de temps à faire quelque chose de parfait. Procédez encore une fois par petites étapes. Ça doit être ma voix qui ne convient pas au micro. En permanence le confronter pour avancer, et surtout que ce soit les utilisateurs qui vous donnent des axes d'amélioration. Donc cette notion d'être en bêta en permanence, c'est une horreur. C'est extrêmement important. Ne passez pas trop de temps à développer quelque chose et de faire quelque chose qui va vous demander énormément de temps, puis finalement quand vous le lancez sur le marché, c'est déjà obsolète. Donc d'avoir cette confrontation permanente par itération, c'est extrêmement important. Et vous l'avez compris, n'oubliez personne, ni les collaborateurs, ni les clients. Et il y a certains collaborateurs, certains clients qu'il faut plus accompagner que d'autres, parce que c'est anxiogène. Il faut leur faire comprendre qu'en fait leur valeur ajoutée va être beaucoup plus importante grâce au digital, puisque le digital ne substitue pas l'humain, il lui donne un autre rôle et donc plus de valeur. Donc de les accompagner, de leur faire comprendre ça et de leur donner les moyens de pouvoir jouer un nouveau rôle, c'est extrêmement important. On a fini.